Cher, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Même si on est à distance, j'aimerais prendre un petit moment pour vous remercier de nous accueillir aujourd'hui virtuellement sur vos territoires respectifs. Puis merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur les inventaires et le suivi de la grande faune. Mon nom c'est Jacinthe Gosselin. Je suis chargée de projet en conservation à l'IDD-PNQL. Donc, avec ma collègue Raphaël, on a préparé ce webinaire sur 2 jours. Donc, hier, on a eu un séminaire de Rebecca Lacerte de l'Université du Québec à Rimouski qui nous a présenté comment faire un inventaire faunique, puis elle nous a présenté quelques méthodes les plus communes pour faire des inventaires de grande faune. Puis là, ben aujourd'hui, la formation va se poursuit avec 3 Premières Nations qui vont nous présenter leur expérience euh, dans la réalisation de suivi phonique. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on va commencer l'enregistrement, puis je vais présenter notre première présentatrice, qui est Andréane Laure. Andréane est une spécialiste en environnement et elle travaille pour le Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon depuis près de 4 ans. Elle est notamment responsable des projets qui sont liés au caribou forestier de la Harpe de Val-d'Or. Puis, elle a déjà participé à 2 inventaires aériens organisés avec le ministère. Puis, l'hiver dernier, elle a elle-même organisé un inventaire d'orignal sur le territoire de Lac-Simon. Puis, c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Donc, Andréane, je te laisse partager ton écran et prendre la parole. Parfait, merci Jacinthe. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inventaire aérien d'orignaux qu'on a réalisé avec la Première Nation Anishinaabe des Lacs-Simon à l'hiver 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du côté plus technique de l'inventaire et de sa planification. Je vais moins aller dans le détail des résultats. Donc, comme je le disais, l'inventaire s'est réalisé en février 2023. Il s'est échelonné sur une période de 16 jours. Il s'est déroulé sur un territoire d'intérêt de la communauté d'une superficie de 950 km². Le territoire juxtapose la réserve faunique de la Vérandrie. Si vous ne le saviez pas, le ministère Forêt-Fonds-Parc, anciennement, a réalisé un inventaire d'orignaux sur la réserve faunique en 2020 à la demande conjointe des Premières Nations Anishinaabe. Suite à cela, un moratoire de chasse a été adopté sur la chasse sportive. Le moratoire est toujours effectif à ce jour. Donc, au moment de faire l'inventaire, on savait déjà que la population avait diminué, mais l'objectif de la communauté à refaire un inventaire seulement 3 ans après celui de la réserve faunique, c'était vraiment de connaître la densité d'orignaux et la localisation des ravages sur un territoire de proximité de la communauté puis de couvrir l'inventaire sur le territoire complet, parce qu'on sait que l'inventaire de 2020 a seulement couvert une certaine partie là, de ce même territoire-là. C'était également une belle occasion de survoler un territoire qui est peu accessible par route et qui a subi aucune coupe forestière depuis plusieurs décennies. On s'est vite rendu compte, par contre, que de caractériser un habitat à bord d'un hélicoptère qui vole à 160 km/h, c'est vraiment pas facile, voire presque impossible. Mais ça nous a quand même permis, là, ça nous a quand même permis de survoler, de voir un bel aperçu de ce qu'on trouverait dans nos inventaires forestiers par la suite. Ça a été une belle façon aussi d'acquérir de l'expérience en inventaire aérien pour toute l'équipe du département. Donc, le succès d'un inventaire, c'est vraiment dans une bonne préparation. De notre côté, tout s'est déroulé vraiment dernière minute. On a reçu un financement important à la mi-année fiscale 2022-2023. On avait des gros budgets qu'on devait dépenser avant la fin de l'année. Fait qu'on a décidé, quelle bonne idée, de préparer un inventaire d'orignaux sur ce territoire-là d'intérêt pour la communauté. Fait qu'on a fait ça, ça s'est vraiment bousculé là, dans les étapes de planification. On n'est donc pas allé en appel d'offres auprès des compagnies aériennes, mais je recommande quand même de le faire parce que c'est des travaux très coûteux. Nous, on a fait affaire avec l'entreprise Illy Explore qui avait réalisé l'inventaire aérien de 2020. On savait qu'il y avait déjà l'expertise nécessaire pour faire de tels travaux.
Lorsqu'on fait un appel d'offres, là, il y a quelques détails à prendre en considération, notamment le type d'hélicoptère. Nous, on a utilisé un hélicoptère Astor 350. C'est un hélicoptère assez commun dans ce type d'inventaire-là. C'est facilement manœuvrable là, quand il est question là, de suivre les orignaux pour faire des manœuvres là, assez serrées, des courbes et tout. Également aussi, pour noter dans les besoins, ça prend un système d'appoint de chauffage pour les fenêtres à l'arrière des observateurs. C'est un petit détail là, qu'on pense pas toujours là, quand on envoie un appel d'offres, là, mais c'est quand même important de le mentionner parce qu'à 4 passagers dans l'hélico, les fenêtres embuent vraiment rapidement. De notre côté, on voulait avoir un hélicoptère avec vraiment les grandes fenêtres qui descendent jusqu'en bas pour faciliter l'observation à l'arrière, mais l'hélico était déjà réservé là, sur un autre inventaire avec le ministère. Sinon, également, un autre point à ajouter, c'est de faire la demande d'avoir un pilote d'expérience. C'est vraiment un bel atout dans l'inventaire. Le pilote fait partie de l'équipe, puis ça fait vraiment une différence d'avoir quelqu'un qui est alerte et comprend le travail qu'on effectue dans les heures. C'est arrivé quand même souvent que le pilote trouvait les orignaux avant nous. Autre chose, la formation de sécurité aérienne, elle n'est pas obligatoire par les compagnies d'hélicoptères, mais je le recommande fortement. Nous, on avait déjà participé à l'inventaire aérien de 2020, donc on avait suivi la formation par le biais du ministère, car elle est obligatoire pour tous les vols avec le ministère. C'est une formation qui se donne sur une journée. Fait que c'est pas trop long. Dans mon souvenir, le ministère, elle l'avait organisé par l'entremise d'une compagnie de pilotage. Je pense que c'est vraiment important de faire suivre cette formation-là par toute l'équipe parce que les dangers d'un hélicoptère en marche quand on embarque des bacs sont non négligeables. Autre chose, autre point important, la demande de permis de gestion de la faune. Il faut faire la demande de permis un minimum de 10 jours avant le début de l'inventaire. C'est le permis communément appelé permis SEG auprès du MEL-CCFP. C'est un formulaire qui est disponible en ligne et assez facile à remplir. Ça, c'est le côté plus paperasse de la planification d'inventaire. Maintenant, on va tomber dans le plus concret. Donc, pour préparer la carte de vol, il est nécessaire au départ de se questionner si on veut couvrir l'entièreté de notre territoire qu'on veut inventorier ou on veut diviser peut-être en parcelles de 60 km² lorsque le territoire est trop grand. Nous, dans notre cas, ça a été vraiment une couverture complète pour l'inventaire parce que le territoire n'était pas assez grand là, pour dire qu'on le divisait, puis c'était vraiment l'intérêt de la communauté de survoler le territoire complet. On avait donc une seule parcelle à couvrir. On a construit une carte de vol en dessinant des lignes de vol équidistantes de 500 mètres. Ces lignes de vol-là ont été numérotées de 1 à 123 pour bien nous identifier en vol où on se trouvait sur la parcelle. Autre chose, selon la distance qu'on se trouve de l'aéroport, ça peut être nécessaire d'établir un point de ravitaillement pour le gaz. Dans notre cas, le point de ravitaillement était situé à l'Étoile, juste ici. C'était un accès proche de la grande route et assez central dans la parcelle. Sur la carte ici, on ne voit pas la parcelle en entier, mais c'était assez central puis assez facile d'accès pour retourner se ravitailler dans le milieu d'une journée de vol. On a dû aussi prévoir un déneigement la semaine que débutait l'inventaire pour que l'hélico puisse aller se poser. Un autre enjeu qu'on a rencontré durant l'inventaire, ça a été de ne pas savoir sous quel format noter les données en vol. Le ministère utilise son propre logiciel dont la licence n'existe plus. Rien de tel ne semblait exister pour les inventaires d'orignaux réalisés en dehors de l'entité gouvernementale. On aurait pu y aller selon la bonne vieille méthode papier et GPS en main, mais on voulait quelque chose d'un peu plus facile et fiable. On s'est donc équipé d'une tablette de type terrain marque P300+, puis à partir du système de navigation GSF NAV, on a fait développer un questionnaire de prise de données avec une liste déroulante
d'identifiants qu'on devait prendre en vol. Fait que le fonctionnement était assez simple. Lorsqu'un observateur à l'arrière calait une piste ou une bête, on prenait un point GPS et ensuite on sélectionne l'identifiant dans la liste déroulante. La localisation du point était assez précise, puis ça variait seulement en fonction de la rapidité de réponse du navigateur. On a trouvé cette façon de faire-là assez efficace. Ensuite, les données ont été exportées sous format GSF et converties en shapefile. À bord de l'hélicoptère, on avait également un observateur qui prenait des notes format papier, qui suivait les lignes de vol à partir d'un GPS de type Blackview. Les notes, on notait les conditions météorologiques de la journée, les numéros de lignes de vol survolées et le sexage des orignaux. Donc, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemblait la tablette qu'on avait en vol et le menu déroulant. Dans le fond, une fois qu'on avait rentré le point GPS, on n'avait qu'à sélectionner l'identifiant qu'on avait déjà pré-rentré, pré-enregistré ici. On avait ajouté également trois espèces, là, le loup, la loutre et le lynx, qu'on notait en vol si on voyait des pistes. C'était seulement pour avoir un petit peu plus de connaissances là, sur le territoire. Et à droite, on peut voir un exemple de la carte de navigation que le navigateur suivait durant le vol. Ça ressemblait un peu à ça. Dans le fond, on a les lignes de vol, on a les numéros de ligne en haut. Les numéros de ligne, on les a fait écrire au nord et au sud de la carte de vol. Là, c'est petit quand même, là, mais on peut voir les triangles, c'est l'identifiant pour les orignaux. Donc, on avait triangle bleu pour les mâles, triangle rose pour les femelles. Les cercles étaient représentés pour les pistes et les ravages. Donc, en vol, le navigateur devait suivre les informations euh, qu'il avait notées et pour diriger le pilote durant la phase 2 de l'inventaire. Très important aussi d'activer la fonctionnalité Track Log pour suivre son parcours et éviter de repasser aux mêmes endroits. Un autre aspect qui occupe une grande partie de l'inventaire, c'est les conditions météorologiques. Nous, on a respecté les normes régissant les travaux d'inventaire aérien d'Ornial du MFFP. Selon ces normes, la couverture de neige doit être entre 35 et 90 cm. Les jours de vol, le ciel doit être dégagé et la couverture nuageuse inférieure à 50 et le vent inférieur à 50 km/h. Nous, dans l'équipe, on avait nommé une personne en charge de suivre les conditions météo et de prendre la décision au jour le jour si l'hélicoptère volait ou non. On considère normalement dans un inventaire aérien qu'on vole une journée sur deux selon les conditions. Nous, ça a été exactement ça. On a volé 8 jours sur un total de 16 jours d'inventaire. Cependant, on a eu un problème mécanique avec l'hélicoptère, donc on a perdu environ une journée et demie de beau temps pour voler. Fait qu'on aurait normalement réalisé l'inventaire en 15 jours pour 8 jours de vol. Sur la photo ici, on peut voir que la couverture nuageuse n'est pas assez importante là, pour réduire la visibilité au sol. C'est vraiment important d'avoir assez de soleil pour créer un effet d'ombrage dans le creux de la piste et être capable de bien la voir. Sinon, vu des heures, tout a l'air d'être la même couleur. On peut aussi utiliser des lunettes teintées, soit bleues ou jaunes, pour aider dans certains cas selon les conditions. Mais c'est vraiment important de ne pas persister lorsqu'on distingue aucune piste. Tu te rends compte que c'est mal parti quand tu arrives à voir un orignal avant de voir des lignes, avant de voir des pistes sur plusieurs lignes. Je vais vous présenter l'équipe qui était à bord. Notre équipe était composée de 4 personnes et un substitut en cas d'absence. Donc, il y a un navigateur à l'avant et 2 observateurs à l'arrière. Habituellement, c'est l'observateur du côté gauche qui prend les notes et qui fait le suivi GPS en vol. On a trouvé ça plus facile de notre côté de garder la même équipe le plus souvent possible à bord parce que chacun prend son aise dans l'hélicoptère et prend confiance là, dans la distinction des différentes pistes. Fait que ça a facilité un petit peu le travail là, de ne pas trop changer le personnel
à bord de l'hélicoptère. Donc, un autre point très important, c'est de savoir reconnaître les pistes vues des airs. C'est assez différent de quand on est au sol. Quand on est dans un hélicoptère qui vole à 160 km/h, c'est vraiment pas évident. Nous, avant d'embarquer dans l'hélico, on a suivi une petite formation rapido là, avec l'équipe pour être capable de bien distinguer les différentes pistes vues des airs. Mais le mieux aussi, c'est vraiment de prendre un moment, la première journée de vol, de survoler un secteur en dehors des lignes de vol pour être capable de bien identifier les pistes qu'on voit. Le meilleur conseil que je peux donner en vol, c'est vraiment, dans le doute, on colle la piste et peu importe. Et dans le pire des cas, on va se faire corriger là, parce que des fois, c'est vraiment pas évident. Mais c'est toujours mieux de se tromper que de manquer une piste d'orignal. Puis on se rend compte que bien souvent, on arrivait à trouver un orignal à partir d'une seule piste. Fait que chaque piste est vraiment importante. On peut voir ici sur les photos dans le coin haut à gauche, piste d'orignal. On peut voir la bête aussi là, sur l'image. Dans le coin bas à gauche, c'est des pistes de chevreuil. Fait que ça, sont un peu moins évidentes là, quand que, t'as des orignaux et des chevreuils là, qui vont se chevaucher sur le même territoire. Pour nous, c'était pas le cas, là, mais c'est plus au sud du Québec qu'on va avoir cette situation-là. Les chevreuils, on arrive à bien les distinguer vu des airs par leurs petits sauts qu'ils vont faire en courant. Sinon, sur la photo à droite, on voit des pistes de caribous avec les cratères qu'ils font pour s'alimenter. Nous, évidemment et malheureusement, on n'avait pas de caribou sur notre secteur, fait que ce n'était pas trop un problème. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que vu des airs, les pistes de lièvre vont souvent être confondues pour des pistes d'orignal. Mais après plusieurs vols, là, on arrive souvent à bien distinguer les deux, mais les premières journées, c'est ce qu'on observe. Les observateurs se mélangent entre des pistes de lièvre et des pistes d'orignaux. Donc, une journée de vol va être divisée en deux phases. La première phase consiste à survoler les lignes équidistantes de 500 mètres et d'identifier les pistes et les ravages que les observateurs voient. Ça va permettre de cartographier les ravages existants. Ensuite, la phase 2, qui se réalise habituellement en après-midi, consiste à dénombrer et sexer les orignaux qu'on va retrouver grâce aux pistes, les pistes rentrées dans la phase 1. Habituellement, la phase 1 va occuper toute l'avant-midi. On a environ 3 heures de vol là, sur un remplissage de l'hélicoptère. Les deux phases vont être séparées par le ravitaillement en gaz et une pause dîner. Pour la phase 1, il est nécessaire que les conditions météorologiques soient parfaites pour vraiment bien distinguer les pistes. Mais à la phase 2, on peut quand même tolérer une plus grande couverture nuageuse si le travail a bien été fait lors de la phase 1. Normalement, la phase 1, c'est la phase 2, pardon, c'est la phase préférée de tout le monde, là. C'est là que le fun commence à aller bien identifier les orignaux en vol. Donc, Miguel, merci de votre écoute. J'espère que ça va vous avoir aidé à bien définir un petit peu les étapes de planification d'un inventaire aérien. Donc, comme je le disais plus tôt, je ne suis pas vraiment allée dans les détails des résultats. Je suis restée plus du côté planification. Fait que je vous laisse sur des petites images de notre inventaire. J'ai des petites vidéos qu'on peut regarder ici. J'espère qu'ils vont fonctionner. Fait qu'on voit bien là, les deux exemples de milieux là, qu'on peut retrouver les orignaux. Là. Parfois, c'est vraiment difficile de les voir. Parfois, c'est vraiment difficile de les distinguer là, au travers de la forêt un petit peu plus dense. Mais parfois, c'est assez évident. Donc voilà, merci de votre écoute, puis j'espère que vous allez avoir de beaux inventaires à venir. Parfait. Donc, on va
prendre des questions si vous en avez. N'hésitez pas à soit lever la main, soit écrire dans le chat. Puis on va lire les questions à Andréane si vous voulez pas juste parler. Ah, il y a une question dans le chat. Donc, Andréane, quelle application avez-vous utilisée pour créer votre formulaire? Oui, ben en fait, on a utilisé l'application GSF Nav par GSF GSF Outils Forêt. Mais en fait, c'est nous, on a utilisé l'aide de technicien informatique là, qui est assez calé dans ce système-là de navigation, le GSF Nav, pour nous créer cette liste déroulante de questionnaires là, d'identifiants utilisés en vol. Normalement, si c'est pas accessible directement dans le système, là, ça prend vraiment comme un hacker, si on veut, là, pour aller modifier le système à la source là, pour ajouter ces identifiants-là. Mais je pourrais m'informer là, sur comment que ça a été réalisé pour revenir avec plus de détails, peut-être prochainement en courriel. On pourrait s'échanger là-dessus. Parfait. Je vois pas de main levée pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient poser des questions, soit dans le chat, soit en ouvrant leur micro? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, c'était juste pour revenir sur la tablette que vous aviez utilisée. Si c'était quoi? Y avait-tu un logiciel qui était relié avec votre tablette? C'est quoi? Parce que nous autres, on a SIG Héritage. SIG Héritage, ça nous permet de faire des rapports, mettons, genre, mettons, si on trouve une frayère adorée, tu sais, avec notre GPS, on a un GPS Blackview et on prend des photos avec nos GPS Blackview et tu sais, on transfère les données dans cette, comment tu appelles ça? En tout cas, c'est Héritage, c'est comme un logiciel où est-ce qu'on fait nos rapports. Puis j'aimerais savoir c'est quelle tablette, comment, je sais pas si tu peux un peu aborder comment est-ce que comment est-ce qu'on pourrait voir là, comment on utilise ces tablettes-là. Et ça, c'était de un. Et pourquoi, pourquoi je voudrais savoir pourquoi on n'a pas de chiffres plus détaillés là, les chiffres, ben, je vous dis, regarde, j'ai consulté un rapport de MFFP de 2020 qui a été fait non loin de la communauté de Manoine aussi. Puis c'est ça, je regardais, puis on, dans le rapport, ça dit que ça diminue. Est-ce que c'est à partir de là que les Anishinabés se sont mobilisés pour le moratoire? C'est ce que je veux savoir aussi. Pourquoi que tantôt vous disiez que le moratoire est toujours en application là, dans le territoire des Anishinabés, là. Oui, ben, je peux commencer pour la question de la tablette. Nous, en fait, la tablette, c'est un modèle P300+. Je pourrais l'écrire dans le chat là, après. C'est une tablette de système Android là, assez simple. Là, une tablette terrain. Là, on voulait avoir quelque chose de résistant pour utiliser dans les prochains inventaires, autant forestiers là, qu'aériens. Nous, en fait, on utilisait le système GSF Nav, qui est une application, un système de navigation qu'on a téléchargé dans la tablette. C'est un système GPS, là, c'est le même système qui se trouve là, dans les Blackview. Nous, la question de développer le questionnaire, c'était vraiment pour faciliter la prise de données de points GPS en vol, parce que là, on avait importé notre carte de vol dans l'application GSF Nav. Mais tu sais, aller rentrer un point GPS et rentrer l'identifiant à la main à chaque fois, c'était comme impossible là, de faire ça en vol quand on a plusieurs pistes
à rentrer une après l'autre ou plusieurs orignaux, femelles, mâles. Tu sais, on avait plusieurs identifiants différents. Fait que nous, on a fait développer le questionnaire dans la liste déroulante, là, comme je l'ai montré plus tôt avec les identifiants qu'on savait qu'on allait utiliser en vol. C'était vraiment pour la rapidité là, de la chose là, qu'on voulait avoir ça. Comme j'expliquais, ça a été monté là, par un technicien informatique qui connaît bien le système de navigation, qui a pu comme nous ajouter cette fonction-là dans la prise de points GPS. Je ne me rappelle pas s'il y a d'autres questions pour la tablette. Sinon, pour les résultats, ben, je ne suis pas allée en détail là, côté temps aujourd'hui. Je voulais rester plus dans la planification, mais je peux faire un petit topo quand même des résultats qu'on a vus. En effet, ben, nous, on savait que la population avait été considérée comme en diminution depuis l'inventaire de 2020 dans la réserve faunique. C'est pas mal les résultats qu'on a observés aussi sur notre parcelle de 950 km². Par contre, on a noté des recrutements un peu plus élevés et une densité aux 10 km² un peu plus élevée que dans l'inventaire de 2020. On a noté, en fait, on a observé 273 orignaux. Ça, c'est corrigé là, à 73% là, selon le quotient de visibilité là, dans les normes d'inventaire aérien du ministère. On a noté également 37 veaux par 100 femelles. Si on compare avec l'inventaire de 2020 dans la réserve faunique, eux, ils avaient observé 22 veaux par 100 femelles. Fait qu'on a un recrutement quand même meilleur lors de cet inventaire-là. C'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs variables. Là. Dans ce cas-ci, c'est assez notable. Il y a un moratoire de la chasse sportive depuis 3 ans. Fait que c'est sûr que ça a pu avoir un effet là, sur le taux de recrutement. Fait qu'on est bien content au moins de voir peut-être qu'il y a eu des résultats par ce moratoire-là. Sinon, c'est ça, on a noté 2,8 orignaux aux 10 km² et lors de l'inventaire de 2020, ils avaient noté 2 orignaux aux 10 km². Fait que c'est quand même un peu plus haut. Mais tu sais, comme je dis, on a réalisé un inventaire sur un territoire pas si grand, donc la population peut varier quand même grandement d'année en année. Sinon, pour la question de la demande de moratoire, ça s'est en fait, la demande a été. La préoccupation a été soulevée par les Premières Nations Anishinaabe que la population d'orignaux diminuait dans la réserve faunique La Vérandrie, euh, entre autres causée par la chasse sportive et par les coupes forestières. Donc, ils ont fait la demande au ministère de réaliser un inventaire pour avoir des données plus à jour sur le territoire. Et de ces résultats d'inventaire-là, en 2020, le ministère a pris la décision d'adopter un moratoire de la chasse sportive. Le moratoire a pris fin en mars 2023, mais ils l'ont prolongé d'une autre année. Fait qu'à voir pour la suite. Merci, Andréane. Merci, Monsieur Ottawa. On a une autre question dans le chat. Ça va être la dernière question pour toi. Puis sinon, si des gens ont d'autres questions pour Andréane, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous donner son contact. Donc, la question est, votre protocole terrain est-il basé sur celui d'autres inventaires aériens comme ceux du ministère? Oui, nous, on a suivi, comme je le disais, les normes d'inventaire aérien du ministère. C'est un document là, qui est disponible en ligne là, sur le site web du MFFP. Mais comme on avait déjà participé à des inventaires avec le ministère auparavant, on avait contacté des biologistes et des techniciens qui étaient en charge de ces inventaires-là pour nous aider dans la préparation. Fait que, en effet, le protocole a vraiment été basé là, sur les inventaires du ministère. La seule différence, c'est vraiment la prise de données, là, la tablette et tout. Là, on n'a pas utilisé le même système de prise de données en hélicoptère que le ministère, vu que leur licence n'existe plus. Parfait. Merci beaucoup, Andréane. Je passe la parole à Jacinthe qui va introduire notre deuxième présentatrice. Oui, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec notre deuxième présentation qui va être par Anne-Claude Bellil. C'est une biologiste qui travaille au secteur territoire et environnement du Conseil de la Première Nation Abitiwini. Elle a auparavant fait un doctorat en collaboration avec la Première Nation Abitiwini et
Wujibougumu Cree Nation, ayant comme objectif d'analyser la résilience des communautés autochtones de la PCR Amousse de l'Ouest à l'impact cumulatif des changements climatiques et de l'extraction des ressources naturelles sur les paysages forestiers. Toujours très long, les noms de projets de doctorat. Et avant ce projet-là, elle a aussi étudié le régime de feu, la dynamique forestière et l'aménagement sur la forêt, l'aménagement sur la forêt boréale au nord du lac Saint-Jean lors de sa maîtrise. Donc, elle a une belle expertise en géomatique, en modélisation et en aménagement de la foresterie durable. Donc, Annie-Claude, je te cède la parole. Oh, t'es sur mute. Mon micro, Oui. ouais, j'étais en train de vous dire que je pensais que j'étais mutée. Ouais, oui, longue présentation, mais là, je ne vous parlerai pas de tout ça. En fait, je vais vous parler des principaux projets en grande forme qui sont réalisés à Picogan, puis sur lesquels je travaille soit comme directement ou soit comme partenaire, là, comme biologiste de la Première Nation. Donc, ma présentation va être pas mal plus générale que celle d'Andréane. Je pense qu'on est dans la complémentarité. Moi, j'ai pas participé là, techniquement à l'inventaire, mais plus à la préparation puis à la mise en place des conditions propices là, d'un inventaire qui a été réalisé sur le caribou. Mais là, je ne commencerai pas à vous en parler avant de commencer ma présentation. Je vais juste commencer ma présentation. Ben là, le plan, en fait, je vais vous présenter un petit peu le territoire de Picogan, Abitibi-Winiaki. Le positionnement aussi ou la vision du conseil là, par rapport à toutes ces activités-là d'acquisition de connaissances, notamment les inventaires phoniques sur le territoire. Je vais vous présenter 3 projets sur lesquels on a travaillé ou sur lesquels on travaille encore. Là. Un sur le caribou, un sur le lynx, puis un sur les suivis phoniques par l'ADN environnemental. Puis finalement, peut-être une petite synthèse de tout ce qu'on a appris au travers de ces projets-là. Donc, allons-y. Donc là, je vous situe un peu. Là, moi, je travaille à Picogan, qui est situé en Abitibi. C'est une communauté Anishinaabe qui est située près d'Amos, là, ici, mais son territoire est beaucoup plus grand que ça. Il monte au nord, là, jusqu'à un petit peu au nord du lac Grasset, pour ceux qui connaissent le territoire. Descend au sud, là, jusqu'au sud de Rouen, vient s'accoter sur la frontière ontarienne, puis sur le territoire de Lac-Simon à droite, à l'est. Donc, on est situé à peu près ici. Le nord du territoire, c'est un territoire de piégeage exclusif. Donc, c'est des terrains de trappe familiaux, réserves à castors qu'on appelle. Alors que le sud, là, c'est plus un milieu agricole, plus urbain. Il y a quelques endroits forestiers aussi, là, mais c'est un milieu qui est vraiment plus développé, entre guillemets. Là, je ne sais pas trop comment. Anthropisé, il faut comment l'appeler, là, mais il y a pas mal de monde. Bon, fait que c'est ça. Le territoire, là, je vais vous parler surtout de la partie nord qui est forestière. On est en forêt boréale aménagée. Ça veut dire qu'il y a de la foresterie, à part dans les aires protégées, là, pas mal partout dans cette région-là. On est en unité d'aménagement partout. Il y a aussi beaucoup de mines, de claims miniers. Il y a bien du monde dans le bois, beaucoup de chemins forestiers. Donc, on est un territoire qui est sous un effet cumulatif là, de plein de transformations. Puis les effets que ça a, ben là, je me suis concentrée sur la faune. Tu sais, je les ai regroupés en 2 principalement. Là, les espèces qui sont les plus sensibles aux perturbations à la présence humaine. Là, je pense au caribou, par exemple. On pourrait penser au carcajou aussi, qui est plus là depuis un bout. Mais il se rétracte vers le nord où il y a moins de monde, tu sais, puis il quitte tranquillement le territoire. Puis, ben, les espèces du sud qui sont souvent plus adaptées à des milieux perturbés, là, je pense aux cerfs de Virginie, par exemple, aux pécans qui remontent vers le nord, puis qui viennent essayer de cohabiter avec d'autres espèces qui vivent plus dans le nord, comme l'orignal, le caribou, la martre, tout ça. Donc, ça fait un changement de dynamique, tout ça. Ça, c'est le contexte général dans lequel on travaille sur le territoire. Je parle trop vite dans le chat, c'est ça? Oui. OK. Sur Abitibi-Winiaki, les espèces qu'on pourrait appeler culturelles clés, ça c'est très théorique, là. Moi j'arrive du milieu de la théorie, je l'assume, mais des espèces qu'on appelle culturelles clés, on les reconnaît parce qu'elles sont présentes dans le mode de vie des gens, dans la nourriture, dans l'artisanat, dans la langue, les histoires. Donc, c'est des espèces qui jouent à la fois un rôle écologique sur le territoire, mais qui sont aussi bien, bien ancrées dans toute l'identité, la culture, justement, le mode de vie des gens.
Donc, c'est des espèces qui ont les deux fonctions, culturelles et écologiques, qui sont bien attachées ensemble. Donc, pour les Anishinabés, là, les espèces sur lesquelles on travaille le plus en ce moment, là, pour la grande faune terrestre, là, je vous dirais, c'est le caribou qui est en train de carrément disparaître du territoire. Là. Il est vraiment confiné dans la portion nord du territoire, mais c'est pour ça qu'il utilise beaucoup de notre attention et de notre énergie. Il faut que je pense à parler doucement, je parle vite. L'orignal, bien sûr, là, qui est vraiment à la base et du mode de vie et de l'alimentation. Moi, officiellement, je suis en semaine culturelle parce que toute la communauté est à la chasse en ce moment, normalement. Mais là, j'ai quitté mes activités culturelles pour venir vous jaser un petit peu. Le lynx aussi, là, qui est trappé sur le territoire, qui n'est pas trappé tant que ça par beaucoup de monde, mais il y a certains trappeurs là, qui sont quand même très actifs pour le lynx, puis on a un projet en lien avec l'université sur le lynx. Bon, puis le castor, lui, il n'est pas trop en danger, là, il est partout, mais il est bien important pareil. C'est ça qui est à la fois, des fois, considéré même nuisible, puis la communauté est responsable d'aller le trapper là, pour ceux qui veulent construire des chemins et qui ne veulent pas se retrouver inondés. Bon. Bref, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux espèces fauniques. La position, la mission là, de notre département Picogan, Territoire et Environnement, qui dicte un peu notre manière de travailler, officiellement, c'est appliquer des mesures de protection environnementale et culturelle à partir des connaissances des Abitibi-Winnick. Puis la manière dont on fait ça au département, dont on voit ça, pour nous, l'acquisition de connaissances, notamment par les inventaires, c'est une belle manière d'affirmer l'intendance de la Première Nation sur son territoire, qui est très active, qui a un leadership en acquisition de données, de connaissances de plus en plus. Donc, c'est vraiment une manière de développer son affirmation là, de présence sur le territoire. C'est une belle manière aussi de développer un dialogue entre les gens de la communauté, les perspectives de la Première Nation puis la communauté scientifique. Puis c'est un peu mon travail, moi, au sein de la Première Nation Abitibi-Winnie. Puis finalement, ben, en général, on favorise des approches collaboratives, partenariales là, avec l'université, même l'industrie quand on peut. Puis en général, on a des bonnes relations. Le gouvernement, dans certaines mesures aussi, là, on se reparlera des affaires qui marchent bien. Je vais juste vous parler des affaires qui marchent bien aujourd'hui. J'ai décidé ça. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais... Donc, le premier projet dont je voulais vous parler, c'est l'inventaire des caribous forestiers qu'on a fait sur la population de Détour-Kesagami à l'hiver 2022. OK, là, je vous situe géographiquement. Là, en haut, le blanc ici, c'est la baie James, puis la ligne, c'est la frontière entre le Québec et l'Ontario. Puis ça, ici, le petit triangle, ça, c'est Picogan, le territoire est situé ici. Puis ça, c'est l'aire de répartition de la population. Donc, nous, notre enjeu principal logistique, c'est que la population est à peu près 1 tiers au Québec, puis 2 tiers en Ontario. Puis, les données sur le caribou sont ramassées par les provinces, tant pour l'habitat souvent que pour les inventaires. Fait que, on n'a pas de données complètes depuis à peu près plus que 20 ans. Fait qu'on n'a aucune idée, on n'avait aucune idée de l'état de cette population-là parce que le Québec, quand il fait ses inventaires, il arrête la ligne ici. Puis l'Ontario, quand ils font leurs inventaires, ils arrêtent la ligne ici. Puis il y aurait une coordonnée. Ils ne les font pas en même temps, pas la même année. Fait que ces données-là ne servent pas à grand-chose parce que le caribou, lui, il s'en fout un peu de cette ligne-là. Là. Il a le goût d'aller de l'autre bord et il n'a pas mis d'indication qu'il fallait qu'il reste de son côté. Fait que, bon, c'était un peu notre problème. Puis là, on a travaillé fort avec nos partenaires là, d'une équipe Caribou, avec une équipe de Green First, la compagnie forestière, qui était très impliquée dans le projet. On est chanceux. On a quand même des relations relativement harmonieuses. La SNAP était là-dedans aussi. Donc, le Québec prévoyait son inventaire. Puis finalement, l'Ontario a décidé de ne pas suivre. Donc, de ne pas faire l'inventaire la même année de manière coordonnée. Fait que là, on a décidé de se mobiliser. On avait un petit fonds de tiroir qui restait d'un programme de financement d'Environnement Changement climatique Canada. On est allé cogner aux portes de tous nos partenaires miniers, d'entente, puis tout ça. Finalement, on a réussi à financer l'inventaire du côté ontarien en même temps que le côté Québec. Fait qu'on a engagé, dans le fond, la firme
qui faisaient les inventaires pour la mine des Tours, qui est ici, là. Eux font leurs propres inventaires aussi autour de la mine. Donc, c'était une expertise qui fonctionnait déjà, tu sais, qui existait déjà. Puis, c'est le biologiste du ministère, Guillaume Sort, avec qui on travaille aussi pour ça, qui s'est assuré que les protocoles étaient relativement uniformes, puis qui nous donnerait des données qu'on serait capable de combiner là, entre le Québec et l'Ontario. Puis finalement, ben, c'est ça qui s'est passé, là. Le Québec a fait sa partie. Nous, on a fait la partie de l'Ontario. Il y a une partie de l'équipe là, qui a été invitée à participer aux inventaires, notamment il y a une gardienne du territoire, là, Pascal, là, pour ceux et celles qui l'ont côtoyé, qui est montée dans l'avion. Moi, on m'avait invitée aussi, mais j'ai des petits problèmes d'oreille interne, puis j'étais un peu en crise à ce moment-là, fait qu'on m'a dit non, reste chez vous. Fait que j'ai pas fait d'inventaire moi-même, mais ça a été une belle expérience là, pour Pascal qui a eu la chance de participer dans l'avion. Les résultats que ça a donné, là, ça se présente un peu sous cette forme-là. Les points qu'on voit, ça se passe en hiver. Il faut savoir que le caribou, il se promène, c'est pas des grosses migrations comme le caribou migrateur, mais il se promène quand même entre l'hiver et l'été. Là. Fait que ça, c'est en plein hiver où est-ce qu'il était. Donc, plus le point est gros, plus c'est un gros groupe de caribous là, nombreux. Là. Les gros points, c'est 11 à 20 caribous, par exemple. Fait que ça nous a donné une idée de où se trouvait le caribou. Puis finalement, il est pas mal au nord de son aire de répartition, donc il va être éventuellement à réviser au tour. Puis ça nous a donné aussi un nombre là, qui n'est pas officiel encore, mais qui nous a relativement rassurés. Là. Il y a plus que 400 caribous dans cette population-là. On espérait là, on espérait ces chiffres-là. C'est pas faramineux, mais c'est pas un déclin énorme non plus. Mais comme je vous disais, puisque cette population-là est très mal connue parce qu'elle se situe de part et d'autre de la frontière, c'est difficile d'avoir une idée si la population est en croissance, en déclin, tout ça. Ce qui m'amène à l'importance pour le caribou d'avoir des protocoles hyper standardisés, là, ce qu'on n'avait pas entre le Québec et l'Ontario. Ça va nous permettre, ça, de pouvoir faire un suivi temporel. Idéalement, on referait cet exercice-là là, d'ici quelques années pour voir si la population est en croissance ou en diminution. Ça nous permet aussi de valoriser les données qu'on a utilisées en les combinant à d'autres, puis en les comparant à d'autres populations de caribous au Canada. Puis ça, ces données-là, puisqu'elles ont été récoltées avec le même protocole, un peu comme Andréane ont fait, bien là, ces données-là peuvent être comparées directement à ce qui est collecté ailleurs. Fait que ça, c'est l'intérêt un peu là, d'y aller bien carré, là, avec pas trop de marge de manœuvre sur le protocole. Mais l'avantage, c'est que c'est ça fait quelque chose qu'on peut comparer. Puis ce qui a bien fonctionné, là, c'est ça, je vous ai mis ça pour faire un peu péter de la broue. Ces images-là, ils ont été prises ce printemps avec plusieurs étaient là, au North American Caribou Workshop à Anchorage, en Alaska. Le projet a été présenté par Benoît Croteau, qui est directeur territoire et environnement, et notre partenaire de Green First, Foresterie, Marie-Ève Sigouin, qui ont présenté ensemble le projet à la conférence. Moi, j'ai présenté un poster aussi là, sur un projet de recherche qui va découler de ce travail-là. Je vous dirais que les facteurs de succès pour ça, ben, c'est d'abord une collaboration bien installée de longue date avec une relation de confiance avec les partenaires. Là, on a fait ça en équipe, ce projet-là, puis cet inventaire-là, puis autrement, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Ça a répondu à un besoin important en connaissances qui était reconnu aussi par tout le monde. Là. Il y avait un gros trou dans les connaissances disponibles. On a eu de l'argent qui a été disponible assez facilement aussi, là, des demandes de financement au préalable qui avaient été faites. Puis on a misé aussi sur une expertise en place. Là. Il y avait la communauté, mais il y avait aussi les chercheurs, les biologistes du ministère qui ont beaucoup contribué justement pour uniformiser puis analyser les données. Puis la compagnie à laquelle on a fait appel, là, je fais du lien avec ce qu'Andréane a dit, d'avoir un pilote expérimenté. Donc, c'est ça, d'avoir les personnes là, dans l'hélico qui ont déjà fait ça, c'est un gros plus. Ce qui m'amène à un autre projet sur lequel on travaille, c'est en développement aussi. Celui-là, c'est pas exactement des inventaires, mais ça pourrait s'en approcher. C'est un travail sur le lynx. Donc, l'objectif, c'est de caractériser son domaine vital et sa sélection d'habitat sur le territoire. Donc, c'est un partenariat qu'on fait avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Et le ministère, là, on les nomme plus, là, c'est trop long, MELCC, FP, eux autres, avec Marianne Chevaux, en fait. Bon, puis à l'automne 2022-2023, on a capturé des lynx, puis on a installé des colliers GPS là, avec l'Aximon aussi, le projet, sur plusieurs lynx. Là, je pense qu'ils visaient un peu plus qu'une dizaine. Ils en ont eu un peu moins que prévu, mais on a suivi des lynx avec des colliers GPS toute l'année. On a regardé les crottes de lièvre. Les gardiens du territoire ont participé beaucoup à ce projet-là, autant pour la capture que pour le décompte des crottes de lièvre. Puis éventuellement, ben, ça nous permet un suivi télémétrique, la modélisation, puis d'avoir un modèle de qualité de l'habitat. C'est un projet qui roule depuis un an, là, donc on est quand même à mi-chemin, je vous dirais. Ce qui fonctionne bien dans ce projet-là, puis ce qui est le fun, là, je vous présente juste des affaires qui marchent bien aujourd'hui, c'est l'engagement des gardiens du territoire dans le projet. Au moment de capturer les lynx, il y avait 2 nouveaux gardiens qui venaient d'être engagés dans la communauté. Puis leur première tâche, ça a été de partir sur le terrain, puis d'aller attraper des lynx, puis installer des colliers GPS. Fait que là, s'ils n'étaient pas sûrs de rester avec nous, là, on les a convaincus que c'était le fun comme job. Mais bref, c'est quand même des travaux le fun à faire sur le terrain, là. Les données récoltées, puis les méthodes qui sont développées, on les applique dans des activités pédagogiques qu'on fait avec l'école. Donc, cet automne, on va déployer le même dispositif, mais avec les enfants, puis on espère rattraper un lynx. Peut-être que non, là, mais l'idée, c'est de faire ruisseler un petit peu ces projets-là là, jusque dans toute la communauté, là, puis à l'école primaire. Puis finalement, ben, on a accès aussi à une expertise en faune grâce à l'étudiant là, Anthony qui vient faire son tour dans la communauté parce que c'est un projet qui est partenarial. Il est avec nous quelques journées par mois. Puis lui, son travail qu'il fait en plus de sa maîtrise pour nous, c'est de calculer des indices de qualité de l'habitat ou des modèles de qualité de l'habitat pour la martre, pour la perdrix, je pense qu'il est en train de nous en faire, puis tout ça. Donc, lui, c'est notre expertise externe en faune un peu. Fait que ça, c'est le fun, justement, là, d'avoir des partenariats comme ça parce que ça fait un petit plus à l'équipe. Là. C'est une expertise qu'on n'a pas à l'interne. Et finalement, le dernier projet que je vais vous présenter, ça, c'est le plus recherche et développement. Là. C'est un projet sur l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, en fait, c'est l'ADN des espèces, des animaux principalement, qui est laissé dans l'environnement là, parce qu'ils sont allés se baigner, ils ont laissé ça dans l'eau, ils ont fait pipi. Ça laisse des traces d'ADN, là, comme sur une scène de crime. Là, il y a un criminel qui laisse son ADN. Bon, mais l'orignal, quand il passe, il laisse son ADN aussi. Puis ça, c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. Là. Les méthodes ne sont pas au point encore, mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est développer des manières de récolter cet ADN-là dans l'environnement, puis de l'analyser, puis confirmer une présence ou non de différentes espèces. Donc, ça, c'est un vrai engagement de la Première Nation là, dans un projet de recherche. C'est un projet qui est mené par la Première Nation. C'est un partenariat avec l'Institut national de recherche scientifique, le ministère, le refuge Pajot. Puis là, on explore tout ce qu'on peut dans l'environnement pour essayer de trouver de l'ADN. L'année passée, on a filtré beaucoup d'eau, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, cette année, on a mis des pièges à mouches. Je vous montre un peu ici. Là. Ça, c'est au refuge Pajot à Amos. Parce qu'il y a plein de mouches qui viennent se coller sur l'orignal, dans ses yeux, sur ses plaies, puis tout ça sur les animaux. Puis nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que si on met un petit appât puis qu'on attrape ces mouches-là, ben peut-être que sur leurs pattes puis dans leur tube digestif, il va y avoir un petit restant d'ADN puis que nous, on va être capable de le détecter. J'ai pas de réponse encore, là, ça vient tout juste de se terminer, là, l'échantillonnage, fait que je vais le savoir à Noël si ça marche ou pas. Ça, je trouve que c'est un beau projet là, parce que puis ce qui a bien fonctionné, ben, c'est l'embauche d'une chercheuse à l'interne de la communauté. Ça, c'est moi là, qui fais aussi un postdoctorat pour la communauté à l'interne. C'est la communauté en partie qui paye mon salaire de recherche puis qui me donne mes mandats, dont celui de travailler sur ce projet-là. Donc, un engagement à la fois humain et financier de la communauté, comme je vous disais. Les gardiens du territoire sont très impliqués dans le projet. Benoît aussi, là, qui est dans l'équipe de recherche comme co-chercheur. Ça nous a permis d'aller visiter les laboratoires qu'on utilise à Québec, à Victoria, en Colombie-Britannique.
Puis, on a un soutien très fort aussi de la communauté scientifique, là, parce qu'on est pas mal interdépendants là-dedans. C'est la communauté qui va chercher toutes les données, qui s'assure de la pertinence du projet aussi, mais on ne pourrait pas le faire sans un soutien justement de la communauté scientifique, qui a les laboratoires, la technologie, les connaissances pour aller chercher cet ADN-là dans nos petits échantillons. Donc, en conclusion, ce qu'on retient, nous, de notre engagement dans les projets d'acquisition de connaissances là, sur la faune, c'est que c'est une manière d'affirmer l'intendance de la communauté sur son territoire, là, d'être un leader en matière justement d'acquisition de connaissances sur Abitibi-Winiaki. L'approche qui est collaborative, là, beaucoup avec les chercheurs, ben, ça permet d'accéder à des experts à l'externe, d'affiner nos connaissances aussi, puis d'orienter de notre côté les efforts de recherche qui est fait par les chercheurs qui sont plus au courant des enjeux sur le territoire pour la communauté, puis des intérêts aussi, puis des questions que se pose la communauté. Ce qui est le fun aussi, c'est que l'expérience acquise, là, autant par les employés du département comme moi, comme mon patron Benoît, comme les gardiens du territoire, bien, ça ruisselle justement à travers des activités avec l'école, à travers un comité d'experts du territoire qu'on a au sein de la communauté. Donc ça, je trouve ça le fun, là, que l'information se promène, là, pas seulement au bureau, mais dans la communauté. Puis finalement, avoir son propre financement pour les communautés, puis une expertise à l'interne, pour nous, c'est un facteur clé. Il y a différents programmes, on pourra en parler si vous le souhaitez. l'ITAC pour les étudiants, des chaires de recherche partenariales qui existent. Puis l'expertise à l'interne comme telle, ça facilite aussi le dialogue, là, puis la communication entre les scientifiques, la communauté, puis du monde qui ne se parle pas nécessairement souvent. Donc, voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Annie-Claude. C'était très intéressant. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Annie-Claude? Très intéressant, l'orignal albinos au refuge Pajot. Il est beau, ouais. hein? Il est s'appelle beau. Albi. Y a-t-il de l'ADN dans les pièges à mouches au refuge Pajot? Je ne sais pas. Oui, ça va être intéressant à voir. Moi, j'aurais une question sur Allez-y. le caribou. Oui. Est-ce qu'il y a eu une diminution de caribou dans votre secteur? Oui. Ben, comme je vous disais, là, c'est difficile de comparer avec les données passées, là, mais on sait que la répartition du caribou, là, le caribou, il remonte vers le nord. Fait que je peux pas dire s'il est moins nombreux parce que je présume que oui, mais effectivement, là, il s'en va tranquillement du sud du territoire, puis ça limite à remonte. Fait que ouais. Hmm. Parce que je sais qu'à un moment donné, on a eu une rencontre, une table ronde, ça. On nous avait demandé par je pense, les Inuits, parce qu'il y a eu des caribous qui avaient été aperçus ici, pas non loin de Parent. Ouais. Non loin de Parent, puis je me rappelle pas l'autre, c'était par. En tout cas, il y avait eu deux ou trois caribous qui avaient été aperçus. Vraiment dans le sud, là, Oui, plus au sud que d'habitude. ouais, je pense que c'est l'année passée, je suis pas sûr, aux 2 ans passés de ça. Ce qu'on sait, ce que j'avais demandé à des aînés ici à Manoine, ils disaient qu'ils envoyaient de temps en temps, dans le temps, là, ils disaient que les autres ils utilisent un passage, ils disaient. C'est comme un passage ici seulement, ils disaient. Ils OK. repartent au nord après, ils disaient. OK. Il est là, c'est temporaire. Ouais, OK. ils ont des couloirs de passage qui disaient les autres, là. Ah, c'est intéressant, ça. Puis on n'en voit plus tant que ça, là, dans le sud, parce que j'imagine que chez vous, ça doit être un peu comme en Abitibi, là. Il doit y avoir du chemin et de la foresterie en masse, là. Ouais, c'était ça ma question à moi. C'est pour ça que ça m'intriguait parce qu'il y en a un autre on va participer je pense qu'on va participer là, parce que j'ai pas eu vraiment le temps de participer encore parce que c'était le conseil qui nous avait demandé de voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Hum. C'était les Inuits qui nous avaient demandé, je pense,
qu'on a une petite rencontre, je suis pas sûr là, de ça. J'ai été une fois ou deux, je pense, participer. Après ça, ben, j'étais tout le temps sur le terrain. J'ai pas eu le temps de participer lors des rencontres. Ouais, c'est ça qui arrive aussi, hein, le temps qu'on finit par manquer. Hmm, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, Annie-Claude. Moi, j'aurais des millions de questions à te poser, mais on va manquer de temps. Donc, on s'en On va reparlera. avoir d'autres occasions. Donc, Jacinthe, je vais te laisser introduire notre prochain présentateur. Oui, présentateur que beaucoup d'entre nous connaissons déjà. Euh, c'est Jean-Luc Canapé qui va faire la dernière présentation aujourd'hui. Jean-Luc porte plusieurs chapeaux d'artiste à activiste. On l'a vu participer à de nombreux reportages et documentaires sur la culture Innu et le caribou. Petite plug, vous pouvez également l'entendre sur son nouveau podcast qu'il fait avec sa conjointe Kim et qui s'appelle Ça se passe au chalet. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, Jean-Luc habite à Notumit, en territoire. Et aujourd'hui, il va nous parler de son travail de gardien du territoire et d'Attic pour la Première Nation Innu de Pessamit et de son suivi d'Attic dans la région du Pitmoacan. Donc, merci Jean-Luc d'être là. Je te cède la parole. Oui, tout le monde. Oui, je suis vraiment content d'être là aussi. OK, par où commencer? Moi, j'ai pas de réellement de présentation comme on vient de voir, très professionnelle. J'aime ça, j'adore ça, le visuel aussi. On est pas mal visuel hein, chez les Autochtones. Fait que moi, je vais faire défiler des photos, OK? Mais tout en parlant de les débuts quand j'ai commencé en 2017. J'ai commencé en 2017 pour le Conseil des Inuits à Pessamit au niveau secteur territoire et ressources. Fait que je commençais justement pour faire le suivi du caribou parce qu'on commençait à en parler beaucoup chez nous, du déclin, tout ça, les compagnies forestières, ainsi de suite. Fait que à partir du bureau, je montais souvent sur le territoire pour aller faire des suivis. Il fallait les trouver, ces caribous-là, parce que comment je te dirais ça, j'étais pas là tout le temps. J'étais un peu nomade avant de travailler pour le territoire et ressources. J'étais trappeur de plusieurs endroits sur le territoire, sur le Nitassinan de Pessamit. Fait que j'ai commencé à chercher un peu partout. Fait que j'ai remarqué vite que une semaine sur deux ou trois, c'était pas assez suffisant pour avoir des données. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé, j'ai sacrifié, je te dirais, j'ai sacrifié la vie familiale de mes enfants et de mes petits-enfants pour venir m'installer en territoire, pour pouvoir protéger la culture, protéger pour eux en premier, pour tous les Autochtones finalement, puis pour le Caribou. Fait que j'ai décidé de vivre en territoire. Quand je suis arrivé ici, j'ai vite remarqué, après plusieurs semaines passées, que je commençais à trouver du caribou. Puis le premier troupeau que j'avais vu, ben, troupeau, petite horde de caribou de 15 individus. Je me souviens très bien, c'était l'hiver, c'était au mois de mars. Puis j'étais en motoneige, puis je les ai comme cernés sur une baie, sur le réservoir Pibmoagan, sur le secteur Pibmoagan, ici chez nous. Fait qu'en arrivant dans ce secteur-là, je vois ces caribous-là qui me regardent, parce que c'est très visuel, un caribou, c'est très visuel. Fait qu'ils me regardent, puis moi aussi, je les regarde. Une chance, il y avait personne à côté de moi pour entendre ce que je disais aux caribous. Je commençais à parler à eux autres. J'étais tout seul. C'est à ce moment-là que je leur ai dit, un jour, je vais devenir votre porte-parole. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. Pourquoi ne pas amener le caribou plus loin? Le territoire plus loin? On parle de médias. Je parle de médias. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis il y a des réalisateurs ils ont commencé à s'intéresser à l'histoire du caribou ici. Fait que de fil en aiguille, on a comme préparé
des reportages là-dessus. Mais tout en continuant mes observations, parce que observer, en restant sur le territoire, tu observes mieux. Tu observes la température, tu observes les changements, tu observes d'autres animaux, parce que quand on parle de caribou, protéger un caribou, c'est une espèce parapluie. On protège tout ce qu'il y a en dessous du caribou. On parle de lichen, on parle d'arbres, on parle de vieilles forêts, on parle beaucoup de choses. Fait que en voyant, en regardant tout ça, je voulais savoir pourquoi le caribou était en déclin. Pourquoi, oui, il y a les coupes forestières, mais il y a autre chose aussi. Il y a autre chose qui accélère ce processus. Fait que j'ai remarqué, parce que j'ai suivi 2 femelles avec leurs petits durant tout l'été. Avec ma conjointe, on se promenait, puis on les voyait à la même place. Parce qu'un caribou, quand il a vu le jour à un endroit, puis l'année d'après, une compagnie forestière passe puis coupe cette forêt, caribou revient à la même place pour donner naissance à son petit. Fait qu'ils sont comme exposés à la prédation. Coupe forestière égale plus d'orignaux. Régénération égale plus d'orignaux. Plus d'orignaux égale plus de meutes de loup. Fait que l'animal qui est le dommage collatéral de tout ça, c'est le caribou. Les orignaux, pas les orignaux, mais les loups arrivent dans des terrains qui vont chasser les petits ou les plus faibles orignaux, mais en même temps, ils vont ramasser les petits caribous. Fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que notre taux de recrutement est très bas comparativement à plusieurs années. On parle de 3 à 5% que les fans survivent à l'été, justement à cause de la prédation. Fait qu'en voyant ce problème-là, comment régler ce problème? Voilà embarqué en moi le trappeur que j'étais avant. Fait que j'ai pas le choix de faire de la déprédation sur le territoire pour donner une chance que les fans survivent à l'été. Fait que j'ai commencé à faire de la déprédation, mais en même temps, un autre projet arrive. C'est de capturer des loups et d'installer des colliers télémétrie sur les loups pour suivre les meutes, parce que on n'arrange pas le problème en faisant de la déprédation non plus. C'est temporaire, mais il faut trouver d'autres choses pour pouvoir aider le caribou, sans nécessairement abattre des animaux. Voilà. Fait qu'on est dans un stade en ce moment qu'on prépare pour le loup, la déprédation. Fait que ça reste à suivre. On devrait commencer juste après la chasse à l'orignal, parce que la chasse à l'orignal s'installe tranquillement par chez nous. Fait que voilà. Bon, après ça, on parlait de médias. Là, les médias s'intéressaient beaucoup aux problèmes caribou. Pas nécessairement sur le Pied de Moiraine, mais en général. Mais en venant ici, chez nous, moi, je parlais de tous les caribous à travers le Canada, à travers notre territoire. Pas juste ici. C'est un fléau partout. C'est pas un fléau, mais c'est un problème de partout. Fait que en étant dans les médias, j'ai pu accéder comme à la COP 15. J'ai pu aller plaider notre cause à la COP 15. Qui a jamais eu de retour, là. Euh, je me souviens que le gouvernement disait qu'on va donner aux Autochtones le pouvoir de gérer leur forêt. Mais bref, ça, c'est autre chose. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, même l'Europe commence à s'intéresser au caribou. Dans quelques jours, il y a un réalisateur européen qui va venir ici filmer tout ce qu'on fait sur le territoire. Fait que ça va traverser le continent. Fait que ça va aider encore plus à plaider notre cause parce que c'est triste ce qui arrive sur le territoire. Moi, je le vois tous les jours, hein. Puis
Comme on voit l'image ici, on peut changer peut-être l'image ou c'est-tu à moi qu'il faut que je contrôle l'image ou... OK. Tu vois, Non, ça, c'est à c'est... moi. OK, excuse-moi. OK. Ces caribous-là, on voit des salines. Mais tout ça, c'est... Tu sais, quand je suis arrivé sur le territoire, je me suis senti un peu comme étranger au début parce qu'il y a tellement de villégiateurs, il y a tellement de monde sur le territoire que j'étais comme l'étranger. Mais vite, je me suis familiarisé avec ce monde-là. Je suis allé voir ce monde-là parce que pour commencer à protéger quelque chose, il faut impliquer le monde qui est autour de ces caribous-là. Parce que je me souviens quand je suis arrivé, il y avait des caribous morts au milieu du lac, poursuivis par des motoneigistes qui voulaient avoir des vidéos sensationnelles de caribous pour les partager au monde entier sur leurs réseaux sociaux. Fait que ça m'a fait mal de voir que des villégiateurs faisaient ça. Pas nécessairement, tu sais, le déclin, c'est pas juste la foresterie, tout, c'est global, c'est beaucoup de choses. Fait que je suis allé voir tout ce monde-là. Je les ai comme convertis, en quelque sorte. Puis c'est ça. Puis à partir aujourd'hui, quand ils voient des caribous sur leur caméra de chasse, ils m'envoient ces images-là. Fait que sont devenus mes yeux sur le territoire. Fait qu'on est nombreux aujourd'hui à mettre de l'avant la protection du caribou dans le secteur. Fait que c'est ce que j'aime de tout ça aujourd'hui. Fait que en travaillant, je vous parlais tantôt d'un motoneigiste qui poursuit les caribous. Un caribou entend très bien une motoneige. Fait qu'il fallait trouver, nous, au bureau, pour pas déranger le caribou quand on fait nos sorties sur le terrain. Fait qu'on a eu l'idée d'utiliser le drone. Le drone qui est aujourd'hui très utilisé chez nous pour observer des caribous de loin, pour pas les déranger. Fait que toutes les images qu'on voit, ça, la plupart, c'est mon cellulaire, là, mais toutes les images qu'on voit du haut, ben, ça, c'est vraiment le drone. Mais ça, c'est l'hélicoptère. Tantôt, j'ai entendu parler qu'il y avait des inventaires en collaboration avec le ministère. Moi aussi, j'ai participé à l'inventaire en 2021, si je me trompe pas, ou 2020-2021. Non, 2020. 2020, c'est avant la pandémie. Parce que les conseils de bande de toute des INO de la Côte-Nord demandaient au gouvernement de mettre un INO dans chaque hélicoptère pour, pour que les résultats soient vrais, pour pas qu'on gonfle, pour pas que le ministère gonfle, admettons. Fait que j'ai participé à l'inventaire qui a été vraiment, je te dirais, très bénéfique pour moi parce que je pouvais voir le vaste territoire assez vite. Assez vite parce que l'hélicoptère, on s'entend qu'il voyage très vite. Fait que on pouvait établir que sur le territoire du Pygmoran, nous avons à peu près 150 caribous encore. Ça, c'est les caribous qui sont le plus au sud en ce moment de la province, qui sont pas mal proches du Saguenay, le long de la côte nord. Fait que c'est les derniers caribous qui restent sur le territoire. Fait que tout ça, ben, j'ai eu l'occasion de voir ça en hélicoptère. Mais notre collaboration n'a jamais rompu après parce qu'on a resté en contact avec le ministère. Quand il y avait un caribou mort qui avait un collier, souvent c'est moi qui allais récupérer le collier, mais je pouvais savoir aussi selon la petite enquête que je faisais autour, il était mort dû au loup ou bien autre chose. Parce qu'on sait très bien qu'un caribou est très stressé quand il est perturbé dans son environnement. D'ailleurs, le territoire ici sur le Pygmoran est perturbé jusqu'à 75%, qui est très élevé. Fait que voilà,
je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les observations que je fais ici. Mais pour une brève description de ce que je fais sur le territoire, ben, c'est ça. Puis, juste je regarde l'image, là. Euh, c- Ce que j'ai aimé de l'inventaire, c'est de voir des caribous, mais ce que j'ai pas aimé non aussi, c'est de s'approcher des caribous trop proches en hélicoptère parce que ça les stresse vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, c'est un point que je voulais rajouter. On voit le caribou qui court ici. C'est un vieux caribou d'ailleurs qui est cerné parce que autour, c'est tout bûché. Pas sûr que le caribou n'est plus de ce monde en ce moment parce que c'est très impacté dans son secteur. Fait que voilà, tu vois, le drone que j'utilise ici, c'était avec un caméra thermique. Si des fois, ça arrivait que des fois les caribous sont dans des forêts plus denses, euh, je pouvais voir avec les points de chaleur qui sont à travers tout ça, mais sans pouvoir identifier si c'est vraiment un caribou, parce que souvent, il y a une très... Ici, sur le Pays-Morin, il y a beaucoup de cohabitation avec l'orignal puis le caribou dans les ravages l'hiver. Fait que ça, c'est pas bon, déjà. Fait que des fois, il y a des ravages qu'il y a au-dessus de 4-5 orignaux. Pareil pour le caribou aussi. Fait que je pouvais pas identifier réellement. Faut aller vraiment valider également sur le terrain, voir de ses propres yeux quel genre de traces, si c'est caribou orignal. Puis on fait beaucoup au niveau, tu sais, on sensibilise nos jeunes à Pessamit sur la protection de la forêt. La protection de la forêt avant tout. Qui, comme j'ai dit tantôt, que le caribou faisait partie des espèces parapluies. Fait que c'est ça, on met beaucoup d'efforts, puis on espère encore aujourd'hui d'avoir nos aires protégées pour le caribou ici sur le Pied de Morin, parce que sans ces aires protégées-là, je pense pas que le caribou va survivre encore plusieurs années. Vu que le taux de recrutement est très bas, puis les caribous vieillissants meurent, je vois pas comment que le caribou va reprendre du dessus dans le secteur. Mais on travaille fort, on travaille très fort. Je suis encore sur le territoire, puis je vais le continuer jusqu'à temps que j'arrive plus à bouger. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il y a encore quelques photos que je vais faire défiler, Oui, oui, donc oui, n'hésite vas-y. pas. Pas de trouble. Ici, je pense qu'il y a des photos de coupe un peu Oui, sur on le voit les coupes territoire. ici, c'est tellement, puis, tu sais, je veux juste rajouter une chose, on parle de biologistes, tout ça, puis souvent les compagnies forestières disent, ah, le caribou du Pic Morin est très bien, je veux dire que les arbres vont bien, tout ça, mais je les vois pas, les biologistes des compagnies forestières sur le territoire. Je les vois pas. Je sais pas à quoi qu'ils se basent pour dire ça, mais je les vois pas. C'est ce qui est triste, par exemple. C'est de fausser des données pour pouvoir mettre de l'avant la foresterie. Je pense qu'ici, il y avait Donc, un petit vidéo d'un orignal, ça se peut-tu? ça, c'est un orignal qu'on a retrouvé le long du réservoir, le long du pic Morin, qui a été tué par des loups. J'ai peut-être un peu dérangé les loups en arrivant parce que ça venait de se produire. Mais le lendemain, quand je suis arrivé là, ben, il y avait cet aigle royal qui était en train de manger l'orignal. Puis le lendemain ou le surlendemain, il y avait ce loup-là qui a profité, un loup solitaire qui a profité de la situation. Voilà, c'est des trucs que j'observe beaucoup sur le territoire. Fait que ça, c'est vraiment, c'est grâce, tu sais, moi, ce que j'aime de rester sur le territoire, c'est que parce que c'est un territoire que mes grands-parents avaient utilisé beaucoup lors de la trappe dans le temps, puis ils sont morts sur le territoire. Mais moi, ça a pris quelques 30, 35 années pour revenir sur le même territoire pour y vivre aujourd'hui, parce que je détestais l'endroit, parce que c'est l'endroit où ce qui a pris mes parents, mes grands-parents. Fait que, mais aujourd'hui, c'est notre paradis, c'est notre endroit où je quitterai pas cet endroit-là pour revenir
m'installer à nouveau au village. C'est un endroit où je vais rester jusqu'à mes vieux jours. Voilà. Merci beaucoup pour ta belle présentation, Jean-Luc. Spécial à nos présentateurs aujourd'hui. Puis ben finalement, je vous répète là, que l'équipe conservation à l'IDD est là pour vous aider dans vos projets, que ce soit comment démarrer votre projet, le mettre en œuvre, le financement, ou vous aider à mettre en contact avec d'autres communautés qui ont de l'expérience dans ce genre de projet-là. N'hésitez pas à nous contacter là, pour tout projet que vous avez sur votre territoire. Fait qu'encore une fois, miigwech, chinashkmichinao, wale je pratique ma prononciation. Puis bonne journée à tous, à la prochaine. Merci. 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 Bye bye. Merci beaucoup, Tchinishko, maintenant.